Bonsoir à tous. Si vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire si vous me voyez et si vous m'entendez, ce serait top. À savoir que je commence pas tout de suite, on va attendre un peu que les gens se connectent. Mais ouais, juste pour savoir si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Un petit message. Merci Jérémy. Hop, j'enlève le son pour les notifications, comme ça évite que vous entendiez biper. Ouais, on va attendre un peu que les gens se connectent. J'espère que vous allez bien avec ce beau temps. Enfin, ce beau temps, chez moi, chez vous, je sais pas. Ici, il fait beau. Chaud, presque trop chaud pour un roux comme moi. Mais non, ça fait du bien. Un peu de chaleur. L'été arrive. Dites-moi là un peu, il fait quel temps chez vous? Eh oui, mais je suis tout seul, donc en fait, personne ne peut me répondre, malheureusement. Donc, et je vais estimer qu'il fait bon chez vous, qu'il fait beau. Je vais estimer qu'il fait beau. Bonjour Alex. Il fait beau, je te confirme, Jérémy. Merci de me confirmer. Donc, il fait beau partout en France, on va dire. Allez, soyons fous. Soyons fous. On va attendre encore un tout petit peu, puisque j'étais en avance, ma foi. Une fois n'est pas coutume, donc j'étais en avance. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Pour notre after work, j'ai même pas pris l'apéro, j'ai rien du tout. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau avec ratatouille dessus. J'ai pas mieux que ça. Il faudra vraiment qu'un jour on fasse un vrai after work en présentiel. Vous venez tous à Bergerac. Depuis la Corse, Valentin. Ah non, pardon, Bernard en Corse. Et Valentin, ben je sais pas d'où il vient. Donc il fait beau en Corse aussi. C'est donc Pierre Albertini, notre ami, qui va être content. On va attendre 35 tranquillement, que les gens se connectent. Ça, je vois que ça se connecte gentiment. Ça se connecte gentiment. Alors ce soir, je suis tout seul. Salut Julien. Donc j'étais accompagné la première fois, vous vous souvenez, par Nicolas. Alors peut-être que vous l'avez oublié tellement mon charisme a pris le dessus. Non, je rigole. Non, non. Nicolas, qui est pas là avec moi ce soir, qui fera un after work. Alors je sais pas encore la date. Donc il fera aussi un after work marchand bien, seul. Et ce soir, je suis tout seul, donc il va falloir que vous soyez un peu vivant de votre côté, que vous n'hésitiez pas à m'écrire un peu, parce que quand on est tout seul, ben voilà, on essaye de bien se faire comprendre, on essaye d'animer la chose, mais c'est moins évident qu'à deux, c'est moins agréable, c'est moins vivant forcément, puisque je suis tout seul. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, même si, merci Thibaut, vous vous souvenez que dans l'idée, il y a grosso modo une demi-heure de présentation et après il y aura une demi-heure de questions-réponses. Donc il y a de fortes chances que je déborde un peu parce que je suis bavard. Trop, je sais pas, mais bavard, c'est sûr. Donc, donc il y a des risques alors plutôt que je déborde. J'en profite qu'on attende que les gens se connectent pour remercier et féliciter Marion et Camille, Camille et Marion, qui d'une m'ont aidé à préparer l'afterwork, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis qu'elles m'ont préparé, elles m'ont aidé, elles ont tout fait. Elles ont tout fait, m'ont préparé la présentation et c'est elles qui organisent et qui modèrent cet afterwork. Donc merci à toutes les deux. Vous êtes au top, comme d'hab. Jamais rien à reprocher. Juste à les féliciter. Donc merci à toutes les deux. Ouais, parce que derrière, enfin, je sais pas, vous devez pas vous rendre compte forcément parce que ça paraît évident quand on regarde, mais il y a quand même une bonne préparation derrière et il y a donc forcément aussi une équipe derrière. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, s'il vous plaît, vraiment, c'est que vous savez bien que quand on va parler de marchand de biens, on finira
vous le savez bien par parler quand même de l'incubateur, qui est notre d'un côté formation, mais surtout, ça porte bien son nom, notre incubateur, donc notre plateforme pour les marchands de biens. N'hésitez pas à dire si vous allez faire, si vous prenez rendez-vous avec l'un de nos commerciaux, si vous discutez de tout ça, de dire par quelle façon vous avez découvert l'incubateur. Que ce soit là ce soir avec moi, que ce soit d'autres façons, parce que nous, ça nous permet aussi, on est une entreprise, et on aime bien savoir si les after-work là qu'on fait ce soir ont du retour, ça vous intéresse, ça fait que vous posez plus de questions, et donc vous cherchez des réponses. Grâce à nous, vous arrivez à trouver vos réponses. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous remonter ces infos-là, parce que pour une société, c'est très important de savoir, grosso modo, si ce qu'on fait intéresse les gens. Parce que si on fait des after-work comme ça et que ça n'intéresse pas les gens, autant ne pas les faire, très honnêtement. Donc, vraiment, si vous trouvez ça intéressant, remontez-le nous. D'une, ça nous fait plaisir. Et de deux, c'est intéressant de pouvoir suivre en fait les retours de ce qu'on fait. Je vais m'absenter une seconde, je vais ouvrir un peu ma fenêtre parce qu'il fait très chaud ici. Donc, j'ouvre juste la fenêtre en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit à l'extérieur. Ouais, parce qu'en vrai, je suis dans un bureau en vrai. Le fond violet comme ça, c'est pas en vrai. C'est très bien fait, mais je suis dans un bureau très classique, normalement. Tout à fait classique. Donc, on va pouvoir y aller, je pense. 18h35, j'ai laissé les 5 minutes réglementaires françaises pour débuter la chose. Donc, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que quand je fais ça, vous voyez l'image en gros et que vous me voyez en petit, vous aussi? Parce qu'en fait, je suis nul en informatique, si on peut appeler ça de l'informatique. Donc, je veux juste que vous puissiez bien me confirmer. Ça fonctionne nickel. Merci, Julien. Donc, super. Alors, les différentes formes d'opération d'un marchand de biens. Alors, pardon. Émission du 10 mai 2022, c'est aujourd'hui. Les after-work marchands de biens. Les différentes formes d'opération d'un marchand de biens. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le but aujourd'hui n'est pas forcément de rentrer dans tous les détails parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, et notamment les détails de la TVA. On y reviendra un peu plus tard et il y aura des after-work qui seront vraiment plus dédiés à ça. Mais c'est de voir les différentes opérations qu'on peut mettre en place en tant que marchand de biens et bien sûr pour gagner de l'argent. Salut Océane, ça me fait plaisir de te voir. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Green Bull Campus. Donc, Green Bull Campus, c'est une filière du groupe Green Bull, acteur international de plusieurs sociétés implantées en France, en Suisse, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis. Alors, pour faire simple, en France, c'est plutôt ce qui parle de locatif, et aux Émirats, c'est plutôt ce qui parle de finance. Donc, ouais, je ne sais pas si vous connaissez un peu les différents acteurs à l'intérieur de Green Bull Campus, mais on a notamment les formations phares. On a donc l'incubateur pour les marchands de biens, on a EPI qui est la formation pour l'investissement locatif, on a également du côté Émirat, Aria qui est sur l'investissement financier. Alors là, je fais un très gros raccourci parce qu'on a énormément de formations puisqu'on accompagne plus de 6000 apprenants, c'est quand même pas rien. On a des filières effectivement aussi qui sont entrepreneuriales et donc immobilières. Donc ça dépasse ce que je vous ai dit, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est un gros acteur sur le marché de la formation. Qui suis-je? Alors, je ne souris pas tout le temps comme ça, mais je souris souvent. Donc, c'était pour vous montrer mes dents du bonheur sur cette photo. Qui suis-je? Alors, il y a deux volets différents. Je suis tout d'abord coach en investissement immobilier, donc dans EPI, donc qui est notre formation pour l'investissement immobilier locatif. Donc, je sais évidemment qu'on a pas mal de personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui me connaissent de par ce biais-là. Donc, formateur dans EPI et également formateur dans l'incubateur. Donc, j'ai les deux casquettes. Pourquoi? Parce que en tant que tel, je suis aussi investisseur immobilier en locatif. J'ai aujourd'hui une centaine de lots en gestion. Et je suis aussi marchand de biens.
Donc aujourd'hui, à ce jour, j'ai 3 opérations en cours sur du marchand de biens. À côté de ça, je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine. J'ai été directeur d'une banque privée. Je donne des cours. Je suis intervenant en école de commerce et j'ai une société de courtage en prêt immobilier. J'ai la chance d'avoir une vidéo qui a été faite par Yann Darwin, que vous devez tous connaître, sur YouTube, qui parle du courtage. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à Yann. C'est vraiment très intéressant ce qui est proposé, du contenu gratuit très intéressant, comme on va essayer de faire ce soir. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce contenu gratuit, et le fait de vous abonner fait qu'on a plus de gens qui nous suivent, et donc on fait des choses encore plus folles. Donc ça, c'était moi. J'ai oublié de vous dire que je viens d'avoir 38 ans. Je sais, je ne les fais pas. Je fais plutôt 45. Mais ça, c'est les soucis. Non, ce n'est pas les soucis, c'est 2 enfants, 3 et 6 ans. Donc, ça fait longtemps que je ne dors pas bien la nuit. Ça fait 6 ans que les nuits sont compliquées. Donc, si je ne fais pas mon âge, si je fais plus vieux, ce n'est pas de ma faute. Pas du tout. Pardon, j'essaie de faire des blagues. Le problème qu'il y a, c'est que je ne sais pas si ça vous fait rire ou pas. Donc, moi, ça me fait rire tout seul. Mais bon, voilà, je suis tout seul. Donc, je fais des blagues pas drôles, mais ça ne fait rire que moi. Mais ça me suffit. Ça me suffit. Alors, qu'est-ce qu'un marchand de biens? Si vous avez suivi les premiers afterwork, ou si vous êtes néophyte ici, on va refaire un point très rapide sur un marchand de biens. Donc, un marchand de biens, c'est une personne physique ou une personne morale. Donc, nous, on vous conseille plutôt de le faire en personne morale. Mais c'est une personne qui achète des biens et qui les revend, tout simplement, pour gagner de l'argent, pour faire de la plus-value. Donc, c'est tout simplement de l'achat-revente. Voilà, on va parler d'achat-revente. Sauf qu'on peut faire de l'achat-revente sans être marchand de biens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter sa résidence principale, la revendre dans 5 ans. On peut dire qu'on fait de l'achat-revente, on n'est pas marchand de biens. Le fait d'être marchand de biens, c'est d'en faire son activité une activité professionnelle, et en fait, au moment où on va acheter le bien, s'engager dans le temps à le revendre. Et pour vous donner un exemple simple, pour vous montrer qu'on passe du côté professionnel, mais ce n'est pas le débat du jour, on va avoir des frais de notaire qui vont être réduits par rapport à une acquisition à titre personnel. Quand on est à peu près à 7,5% sur une acquisition classique, en marchand de biens, on va être aux alentours de 2,5% parce qu'on s'engage à revendre. Et donc, quand on va revendre, il y aura à nouveau des frais de notaire, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait une petite fleur qui soit faite. Donc ça, c'est un marchand de biens. Achat-revente, mais en étant un professionnel. Alors, on peut le faire en nom propre, mais c'est pas du tout quelque chose que l'on préconise. Quelles sont les différentes formes d'opération d'un marchand de biens? Donc, effectivement, c'est le sujet de ce soir. Donc, tout d'abord, l'aller-retour. Achat-revente de terrain, appartement, maison, immeuble. Donc, opération numéro 1, c'est celle que je vais vous conseiller, surtout si vous êtes un débutant sur une première opération. Le vrai côté intéressant de cet aller-retour, c'est tout simplement qu'on fait une acquisition. On ne fait rien du tout à l'intérieur de cette acquisition. On ne fait pas de travaux, on ne fait rien du tout. Ou alors, je vais un peu approfondir ça. On va pas. Généralement, on ne fait pas rien du tout. C'est rare qu'on ne fasse rien. Mais on revend directement. Donc, pour un débutant, pourquoi c'est très intéressant? Parce que tout d'abord, vous allez immobiliser de l'argent, puisque lorsque l'on est marchand de biens, on va devoir ou bien financer totalement notre opération, ou alors la faire financer par une banque. Mais même si on la fait financer par une banque, on va avoir un apport à mettre. L'apport à mettre sera au minimum du minimum de 20%. Généralement, il sera plutôt aux alentours de 30%. Et sur des premières opérations, il peut être supérieur à 30%, et voire même donc la totalité. Le fait de faire un aller-retour, le côté vraiment intéressant là-dedans, c'est un gain de temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez acheter par exemple une maison, vous avez votre voisin qui vend sa maison, et vous connaissez le prix du marché. Votre voisin, c'est une personne qui ne connaît pas du tout le prix du marché, ou alors qui est, je suis désolé pour ceux à qui ça arrive, mais c'est une succession. Ce sont des personnes qui divorcent, donc qui ont besoin de vendre, et de vendre plutôt rapidement. Et donc, en fait, ils ne vendent pas au prix du marché, ils vendent sous le prix du marché. Et vous, vous saisissez cette opportunité. Donc, vous achetez le bien,
Et grosso modo, dès l'acquisition, vous savez que même en ne faisant rien du tout, vous allez pouvoir le revendre avec une plus-value. Exemple tout bête, les maisons dans votre quartier se vendent à 5 000 € du mètre carré. Il y a la personne, votre voisin, là, qui vend sa maison qui fait 100 mètres carrés. Donc, logiquement, elle devrait valoir 500 000 €. Il la revend 375 000 €. Dans l'idée, la valeur est de 500 000. Et il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne le soit pas. Vous avez la possibilité d'acheter 375 000 €. Vous achetez, vous revendez derrière. Vous n'avez pas forcément besoin de faire quoi que ce soit dans le bien pour lui faire prendre de la valeur. C'est juste que vous avez très bien acheté. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans tous les cas, il faudra bien acheter. Même si vous faites des choses pour améliorer la valeur du bien, on va venir après sur les autres opérations qu'il y a, mais dans tous les cas, il faudra toujours très bien acheter. Mais le cas de l'aller-retour rapide, tel que je vous le décris, c'est vraiment sur l'acquisition que tout se fait. Et sur la vente, bien sûr, on va pouvoir gagner un peu de fonds. C'est-à-dire que peut-être aussi que vous allez acheter un bien parce que vous savez, vous avez déjà en tête de quelqu'un qui cherche ce type de bien, une maison. Vous avez, je sais pas, entendu parler de quelqu'un qui voulait acheter un bien absolument dans votre rue, encore une fois. Vous avez cette personne à côté de chez vous qui vend 375 au lieu de 500. Donc, vous avez déjà le vendeur, vous avez l'acheteur, il est prêt à dégainer. Là, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Et là, vous allez faire juste un aller-retour. Vous n'aurez rien fait de spécifique sur ce bien-là. Donc, petit conseil quand on veut faire de l'aller-retour, c'est le faire le plus rapide possible. Pourquoi? Parce que si vous n'avez rien à faire dans le bien, le but est de revendre le plus vite possible. Donc, dans l'idée, le but aussi est de signer un compromis avec une clause de commercialisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre en clause le fait de pouvoir commercialiser le bien avant même de l'avoir acheté, puisque vous n'êtes que sous compromis. Et pour en fait pouvoir avoir une vente qui se fasse le plus tôt possible après que vous ayez signé votre acte authentique. Et c'est-à-dire qu'en fait, sur une opération d'aller-retour, comme on l'entend ici, vous pouvez potentiellement signer votre acte authentique le matin et d'acquisition, et l'acte authentique de revente l'après-midi, par exemple. Puisque vous allez anticiper grâce à la clause de commercialisation. Alors, j'ai Sylvain qui interagit et qui dit « Ma notaire ou les agences ne connaissent pas la clause de commercialisation ». Effectivement, beaucoup ne la connaissent pas parce que, je vous l'ai dit brièvement au départ, mais le métier de marchand de biens, c'est un vrai métier de professionnel. Donc, le professionnel, c'est vous. Que ton notaire ne la connaisse pas, que les agences ne la connaissent pas, c'est tant pis pour eux. Mais toi, Sylvain, tu la connais. Donc après, à eux de se renseigner. Toi, tu demandes à avoir la clause de commercialisation. Si ton notaire ne sait pas ce que c'est, il se renseigne et il le fait. C'est là où vous devez être professionnel. C'est vous qui devez mener la danse. Donc, on n'attend pas juste que le notaire vous la propose. C'est vous qui l'imposez. Donc, là, effectivement, on est sur de l'aller-retour. Très rapide et très efficace. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez aussi avoir beaucoup plus de facilité à vous faire financer grâce à ça. Donc, on y reviendra après parce qu'on parlera aussi un petit peu de fiscalité et de financement. Mais imaginez bien pour une banque, quand vous allez lui dire que vous faites une opération de marchand de biens, que vous achetez à tel prix, que vous revendez tel prix. Alors, bien sûr, quand on monte un dossier, on ne dit pas juste au doigt mouillé, je vais rendre ce prix-là. Hein. On fait une vraie étude de marché. Donc, vous faites une étude de marché, vous justifiez à la banque que vous allez revendre tel prix. Et que vous allez le faire très rapidement, la banque, elle, ça va la rassurer qu'il n'y ait pas de travaux à faire, qu'il n'y ait pas de temps justement à faire ces travaux, que ça aille vite. Donc, pour des premières opérations, mais même en fait en général, l'aller-retour, c'est top. C'est vraiment… les marges seront moins grosses, bien sûr, que si vous faites des travaux et ainsi de suite. Mais par contre, ce qu'il faut toujours retenir quand on veut faire une opération de marchand de biens, c'est l'argent qui se dégage par rapport à l'argent qu'on immobilise et au temps d'immobilisation. Donc ça doit toujours être très important dans votre tête parce qu'on va faire un calcul tout simple. Le fameux bien que vous achetez 375 000 €. Donc avec les frais de notaire,
on va être à grosso modo 385 000 euros. Et la banque va vous demander 30% d'apport. Donc 30% d'apport sur 375 000 euros, grosso modo, ça va faire 100 000. Si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Si on revend dans les 500 000, j'arrondis, on va faire une plus-value de 100 000 euros. Donc en fait, nous, on va avoir immobilisé 100 000 euros et on va revendre 100 000 euros. Donc par rapport à ce qu'on immobilise, on prend 100%. On immobilise 100 000, on a 100 000 euros de plus-value, donc on a 100% de rentabilité sur l'opération. Sauf que vous comprenez bien que si c'est un aller-retour et qu'on fait ça sur un mois, par exemple, on va prendre un exemple où, allez même, on va dire qu'on n'est pas si bon que ça, on signe l'acte, on met en commercialisation, ça met 4 mois. Si on fait 100% en 4 mois, ça veut dire que si on fait un ratio sur l'année, on a fait 300% en fait. 4 mois, il y a 12 mois dans l'année, donc ça on fait x3, donc ça fait 300%. Si à côté de ça, vous faites une opération qui est, on verra les autres types d'opérations, mais pareil, vous avez 100 000 euros d'apport à mettre et vous touchez 100 000 euros à la fin, mais que vous mettez 2 ans à le faire, vos 100%, ils sont toujours là. Vous avez toujours pris 100 000 euros, vous avez toujours fait 100%, mais vous l'avez fait en 2 ans. Donc, la rentabilité est la même, elle est à 50% par an. Quand pour l'opération précédente, elle était à 300% sur une année. 100% sur 4 mois, 300% par an, 100% sur 2 ans, ça fait 50% par an. Donc, on comprend bien que cette opération d'aller-retour, elle est vraiment essentielle, et notamment pour le démarrage de votre activité de marchand de biens, parce que c'est elle qui va vous permettre de monter du cash facilement, rapidement, et de rassurer les banques. Donc, cette opération d'aller-retour, moi, c'est celle que je conseille vraiment de prioriser. Et après, de bien réfléchir, parce que j'y reviendrai à la fin, parce que j'ai un ami qui m'a appelé, là, qui est dans l'incubateur, justement, et qui se demandait s'il devait faire une opération d'aller-retour ou faire des travaux dedans. On a fait un calcul très rapide et on a eu une réponse tout aussi rapide. Mais j'y reviendrai après pour voir les différentes opérations. Donc, l'aller-retour. Alors, j'ai une petite question d'Aurélien. Avec la clause de commercialisation, comment signer une promesse de vente pour le bien en tant que vendeur alors qu'on n'a pas encore signé l'acte de vente authentique? Ben justement, c'est grâce à cette clause de commercialisation qu'on va pouvoir le faire. Justement. Rénovation d'un bien. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Rénovation d'un bien. Donc, vous achetez un bien en dessous du prix du marché parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire dedans. Puisque je vous rappelle que quand même, le but est toujours acheter en dessous du prix du marché. On fait les travaux. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'une résidence principale. Enfin, quelque chose que vous revendriez en résidence principale. Mais ça, c'est à vous de l'analyser. C'est-à-dire que vous allez, quand on parle de rénovation d'un bien, ça peut très bien être un bien que vous achetez pour faire du locatif. Enfin, vous faites, c'est pas vous qui allez faire du locatif, mais pour le revendre en tant que bien locatif, vous allez acheter un bien en sachant que vous allez le revendre en résidence principale. Ça, il faut y penser aussi dès le départ. Parce qu'en fait, vous n'allez pas faire les mêmes travaux. Si vous achetez un bien que vous allez revendre en locatif, vous allez vendre une rentabilité locative, mais vous n'allez pas forcément vendre des travaux haut de gamme. Par contre, si vous êtes dans Paris, par exemple, et que vous voulez revendre un bien en résidence principale, vous allez l'acheter, vous allez le rénover, et là, vous allez peut-être mettre des travaux plus chers pour le revendre encore plus cher, puisque le but, toujours la même chose, le but à la fin est de faire une plus-value et donc de revendre, de prendre sa marge par rapport au prix d'achat, plus frais de notaire, plus travaux, bien sûr. Je vous rappelle que le but est toujours de faire de la plus-value, parce que si on revend moins cher que ce qu'on a acheté, on ne gagne pas d'argent, et donc notre opération, elle est nulle. Donc le but là-dedans, toujours, c'est d'acheter vraiment moins cher que le prix du marché, de faire des travaux de rénovation, déjà de bien savoir estimer donc quels seront nos coûts pour les travaux de rénovation, et de bien savoir à qui on va s'adresser derrière. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, on ne rénove pas de la même façon un bien qui est destiné à faire du locatif derrière et un bien qui est destiné à faire de la résidence principale. Et par contre, ce qui est certain, c'est que notamment pour de la résidence principale, les gens seront prêts à payer plus cher un bien avec des belles prestations et où on a juste à poser nos valises dedans qu'un bien avec travaux et s'ils doivent faire les travaux eux-mêmes et ainsi de suite. Les gens savent que effectivement, ça coûte plus cher si tout est fait et tout est bien fait.
Donc, à vous de réussir à dénicher ces biens avec des travaux à faire, de quand même réussir à les acheter moins cher que ce que ça vaut réellement, parce que, comme je vous le dis, le but à la fin, c'est pas d'avoir acquisition plus travaux égale prix de vente. Il faut encore se dégager de la marge dessus. Et notamment, encore plus, je vous dis, on ne va pas rentrer exactement dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais lorsque l'on va faire de la rénovation, parce que si on rénove le bien et que grosso modo, on le rénove tellement bien qu'on l'assimile à un logement neuf, on va avoir de la TVA. Et ça, c'est très important à prendre en compte aussi dans les calculs qu'on fait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je préconise l'opération précédente qui serait juste de l'achat-revente, puisqu'il n'y aura pas d'histoire de TVA dans une achat-revente où on ne fait pas de travaux. Alors que là, potentiellement, vous pouvez tomber et être soumis à la TVA. Et ce ne sera pas du tout, la même chose. Donc, dans tous les cas, que ce soit opération 1 ou opération 2, parce qu'on peut aussi rénover un bien, ne pas le rénover jusqu'au bout, mais juste faire des travaux qui embellissent et qui font que ce soit plus facile à se projeter dedans et donc à le revendre. Vous pouvez aussi totalement le faire, et c'est d'autant plus vrai sur l'opération numéro 1, c'est revendre un package. C'est-à-dire, opération achat-revente, vous ne faites rien. Par contre, vous vendez avec des plans. Vous faites des plans, vous faites des devis, et ça, vous pouvez le vendre avec. OK? Donc, un achat-revente, pardon, j'y reviens, mais des fois, c'est pas forcément ne rien faire du tout. C'est aller vite, et donc forcément, peut-être revendre juste avec des plans ou même des devis. Vous voyez? Ça peut être une bonne chose. Sylvain qui me dit, le notaire me dit que c'est pas utile, que je peux commercialiser sans cette clause. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que si ton vendeur il veut pas que tu commercialises, ce n'est pas à toi, donc tu te fais avoir. C'est pas utile, tu peux commercialiser et ça t'appartient pas, donc c'est quand même. Non, tu mets la clause de commercialisation. Le notaire il dit que c'est pas utile, mais toi tu lui dis que c'est utile. Création d'espace, aménagement, comble. Donc effectivement, moi j'ai un exemple assez fort là-dessus, là, sur création d'espace et aménagement de comble par exemple. J'ai eu visité un bien sur Bergerac pour quelqu'un qui voulait investir, qui était à distance. Et alors c'est pas moi exactement qui l'ai aidé, mais j'ai visité ce bien, toujours est-il que. C'était drôle parce que l'agent immobilier vendait le bien, donc c'était destiné à du locatif. Et quand on visitait, il nous disait simplement, ça ne sert à rien de visiter les combles, on ne tient pas debout dedans, donc c'est pas la peine de les visiter. Donc nous, on a quand même demandé à les visiter, les combles, et il s'avère que dans les combles, on tenait largement debout, et qu'aujourd'hui, dans les combles, il y a un T3 qui est aménagé. Donc, bien sûr, quand on a visité les combles, on n'a pas dit à l'agent immobilier, ouais, tu vois, on peut tenir dedans, et donc on va faire un T3. Ce n'était pas le sujet. Mais toujours est-il qu'encore une fois, vous êtes marchand de biens, donc le professionnel, c'est vous. L'agent immobilier qui vous dit, non, mais ça ne sert à rien de visiter les combles, il n'y a pas de quoi faire quoi que ce soit dans les combles, on ne peut pas les aménager, machin. Vous laissez dire, mais vous voulez voir. Pourquoi vous voulez voir les combles? Non, je veux voir la toiture. On s'en fout, on n'est pas obligé de lui dire. Par contre, là, c'est une énorme plus-value. Parce que si vous arrivez à aménager des combles, alors que vous fassiez les travaux vous-même ou pas, mais toujours est-il que si vous arrivez à aménager des combles, et imaginez, je sais pas, alors ça va pas être l'exemple, bien sûr, vous allez dire que c'est tiré par les cheveux, mais vous arrivez à trouver un bien à Paris où il y a des combles aménageables, où le mètre carré, il est à 10 000 euros, même si sous comble, il n'y a que 1,80 m sur 2 mètres de large et 5 mètres de long, ça fait 10 mètres carrés, vous prenez 100 000 euros. C'est quand même énorme. Donc là, c'est à vous de réussir à trouver ça, à les dénicher. Dans des appartements parisiens, alors encore une fois, je parle de Paris, parce que là-bas, c'est exacerbé, cette création d'espace, cet aménagement de combles, par exemple. À Paris, il arrive souvent que les gens qui fassent du marchand achètent des appartements, détruisent une cheminée pour gagner 1 mètre carré. Qui refasse une isolation parce que l'isolation est un peu épaisse et qui gagne 50 cm sur tout un pan de mur. Parce que tu enlèves une cheminée, tu gagnes 2 mètres carrés, tu enlèves 50 cm sur 5 mètres de large, ça fait 2 mètres et demi, plus la cheminée 4 mètres et demi, tu es à 45 000 euros de gagner. Si tu as fait 20 000 euros de travaux,
tu gagnes 45, tu le fais. Donc en fait, il y a des endroits en France où la création d'espace ou l'aménagement de combles, par exemple, mais surtout la création d'espace, là, comme je l'explique, elle va vraiment être essentielle. Dans mon village, moi, là, à Bergerac, où le prix au mètre carré est beaucoup moins élevé, mais je ne vais pas avoir d'intérêt à le faire. C'est là où il faut, vous, connaître votre marché. C'est-à-dire que si pour enlever la cheminée qui te fait gagner 2 mètres carrés, on te prend 5 000 euros, moi, les 2 mètres carrés, je ne sais même pas si je vends plus cher. Et si je vends plus cher, grosso modo, ça va être 1 000 euros du mètre carré, donc ça va me rapporter 2 000 euros. Ok, donc 2 000 euros, 5 000 euros pour enlever la cheminée, ça ne sert à rien. Alors, je donne des chiffres au hasard, mais c'est pour vous donner l'idée. À Paris, on lui prend 5 000 euros pour lui enlever la cheminée. Il gagne 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, c'est 20 000 euros. Donc là, il n'y a pas de sujet, il faut le faire. Ok. Donc ça, en fait, ça va être votre boulot en tant que marchand de biens de trouver aussi ces optimisations. En fait, là, c'est optimiser un bien existant. Et effectivement, les combles, c'est le plus parlant. Mais je trouve qu'à Paris, l'exemple là de Paris, de gagner des fois, je vous dis, même 20 cm sur un mur, vous gagnez 20 cm. Si vous avez 10 mètres de large, ça peut être vraiment intéressant parce que vous gagnez 2 mètres carrés. Et voilà, encore une fois, 10 000 euros du mètre carré, 2 mètres carrés, ça fait 20 000 euros. Donc ça peut très vite chiffrer. Opération numéro 4, surélévation. Rajoute d'un ou plusieurs étages à un bâtiment existant. Donc ça, effectivement, c'est une vraie opération de marchand de biens, souvent. Alors, pour faire simple, je vais vous donner un petit tips qui est assez parlant. Quand vous allez visiter des biens, vous allez avoir des fois ce qu'on appelle une dent creuse. Donc, c'est-à-dire que vous avez des immeubles, ils sont tous à la même hauteur, et d'un moment, vous ne savez pas pourquoi, il y en a un qui est plus bas. Tac. Celui-là, notamment, il y aura de grandes chances que l'on puisse le surélever. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas surélever d'autres bâtiments, hein, ce n'est pas du tout le sujet, mais là, c'est un petit tips pour quand vous allez faire des visites. Vous pouvez vous dire que celui-là, là, qu'on appelle une dent creuse, il y aura de grandes chances que vous ayez le droit de le mettre au niveau des autres. Et donc, si vous le mettez au niveau des autres, bien sûr, alors encore une fois, il faut bien calculer, parce que si votre coût de surélévation, c'est par exemple 1 500 euros du mètre carré, et que le prix de revente, il est à 1 200, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout de le faire. Par contre, si votre prix de surélévation, il est à 1 500 euros du mètre carré, et que le prix de vente, il est à 5 000, là, ça parle, et là, c'est intelligent de le faire. Alors, je vais rajouter une petite couche sur la TVA en se disant que quand on fait de la surélévation, on est à la TVA sur la totalité du prix de vente de la surélévation. Donc, il faut bien réfléchir et avoir une vraie marge. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire ça, une surélévation, c'est pas dans un endroit où ça se vend 2 000 euros du mètre carré, quoi. Il va falloir que ce soit un endroit où les prix sont plus élevés que ça, parce que sinon, en fait, vous allez avoir un coût qui est au minimum de 1 500 euros du mètre carré pour une surélévation. Vous allez rajouter la TVA. Si derrière, c'est quelque chose qui se revend 2 000 euros du mètre carré, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, il va pas falloir le faire, bien sûr, sur des villes, ou alors, si ce n'est des villes, mais au moins sur des secteurs dans les villes où le prix au mètre carré est plus élevé que ça. Et c'est là où vous devez être intelligent et vous devez avoir vraiment l'œil du marchand de biens et non plus l'œil même de l'investisseur locatif. Ce n'est pas le but là, c'est vraiment voir combien ça va vous coûter. Vite analyser aussi le coût de la TVA s'il y en a, le coût des travaux, TVA, et savoir si vous pourrez revendre plus cher. Et donc, dans l'idée, je vous le dis, surélévation, grosso modo, je suis obligé de donner une fourchette, mais c'est compliqué de donner des fourchettes, mais on va être minimum à 1 500 euros du mètre carré, pas loin de 2 000 des fois, et en plus de ça, vous aurez de la TVA sur la revente. Donc, on est bien d'accord que si vous faites ça dans une ville où le prix au mètre carré est à 1 500 euros du mètre carré, ça ne sert à rien. Donc, ça, c'était l'opération numéro 4. Opération numéro 5, division ou découpe. Diviser un T2 en 2 studios, par exemple. Ou diviser un T3 en 2 studios, ou diviser un T4 en 2 T2, j'en sais rien. Toujours est-il que ça, ce sont souvent de belles opérations. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le prix au mètre carré, il augmente avec la surface qui diminue souvent, ce qui est assez normal, puisque on peut pas, enfin, on a forcément un seuil. On a forcément un seuil quand on descend dans les mètres carrés. Donc, le prix au mètre carré, si vous revendez 2 studios de 20 mètres carrés, ça vaudra toujours plus cher qu'un T2 de 40 mètres carrés.
Je parle en revente, hein, je dis, et même en location. Hein. D'ailleurs, vous louez souvent plus cher, même tout le temps, plus cher. Vous avez plus de revenus locatifs pour 2 studios, pardon, qu'un T2. Mais en revente, c'est pareil. Alors attendez, je lis JB, 1500 € par mètre carré pour une surélévation. Qu'est-ce que cela inclut comme travaux? Ben là, je parle de tous les travaux là. C'est-à-dire surélever le bien, hein, surélever la toiture et ainsi de suite. Hein. Là, il y a une vraie surélévation. Donc division pardon, ou découpe, diviser un T2 en 2 studios. Donc ouais, là c'est vrai que. Alors, il y aura des contraintes, hein, parce que s'il y a de la copropriété, il faut l'accord de la copropriété. Si on divise, des fois, il va falloir créer des places de parking suivant le PLU parce que vous créez un logement. Donc, il y a des contraintes qui sont liées. Et là, le but aujourd'hui n'est pas de regarder ces contraintes. Le but n'est pas de regarder les contraintes liées et juste de regarder les opérations que l'on peut faire. Donc, effectivement, division ou découpe. Pourquoi? Parce qu'on va forcément augmenter notre prix de revente au mètre carré. Mais on revient à ce qu'on dit depuis le début. Il faut tout de même acheter en dessous du prix du marché, déjà notre T2, pour qu'on arrive à, en le divisant et donc en faisant des travaux dedans, forcément. Parce que même si vous dites je ne fais pas tous les travaux et que vous voulez faire la division, vous aurez des coûts de division et à minima, vous allez quand même mettre une cloison ou quelque chose pour montrer la division. Vous allez avoir des coûts. Donc, il faut quand même que ça en vaille encore une fois, ça en vaille le coût. Donc, il faut que vous arriviez à déterminer quel est le prix au mètre carré pour un studio. Donc là, pour 2 studios, par rapport à un prix au mètre carré au T2, donc vous l'avez acheté pas cher. Et après, il va falloir encore une fois que vous réfléchissiez, est-ce qu'il vaut mieux le revendre en T2 sans rien faire dedans, ou alors, entre guillemets, m'embêter à faire une découpe, à créer les 2 studios pour le revendre. Et selon les travaux que vous allez faire dedans, encore une fois, faire attention à la TVA. Donc, il faut toujours avoir tout ça en tête quand vous visitez en fait le bien et que vous vous dites, là, je peux faire ça, mais il faut pas s'arrêter à la première impression, il faut creuser ça. Opération 6, changement de destination, transformer un garage en appartement, par exemple. Transformer un local commercial en habitation. Aussi, ça marche très bien. Donc là, effectivement, sur ce genre d'opération, souvent, on peut faire de grosses plus-values. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous achetez par exemple un garage, donc vous comprenez bien qu'un garage, le prix au mètre carré n'est pas du tout le même qu'un local d'habitation, et vous faites le changement de destination. C'est vous, c'est votre boulot en tant que marchand, vous faites le changement de destination. Donc, comme d'habitude, il faut faire attention, regarder le PLU pour savoir quelles sont les contraintes liées si vous faites ce changement de destination, si vous créez un appartement dans un garage, si vous avez le droit de le faire, et s'il faut créer une place de parking, et ainsi de suite. Ça, moi, je ne peux pas en parler ici parce que ça dépend du PLU de chaque ville, donc ce n'est pas le sujet. Mais par contre, il est clair que sur ce style d'opération, on fait une grosse plus-value. Pourquoi? Parce que un parking, un garage, vous avez toujours un prix au mètre carré qui reste quand même raisonnable. C'est-à-dire que si je vous prends moi un exemple vers chez moi, un studio qui fait la taille d'un garage, il va se vendre 50 000 € et le garage, il va se vendre 20 ou 25 000 €. Donc, si vous arrivez à changer la destination et que vous fassiez les travaux, ou pas d'ailleurs, si vous changez juste la destination et que vous estimez que derrière, il y a pour 10 000 € de travaux, vous l'achetez 20, vous avez vos frais de notaire, donc 2,5%, et vous estimez qu'il y a 10 000 € de travaux après pour l'habiliter, pour pouvoir l'habiter, par exemple, et vous pouvez revendre sur plan et dire, voilà, moi j'ai fait le changement de destination, j'ai fait mon taf, toi, tu n'as plus qu'à faire les travaux. Et donc, vous pouvez facilement peut-être le revendre 40 000 € en vous disant, vous l'achetez 40, vous faites 10 000 € de travaux, ça vous revient à 50, ce qui est le prix d'un studio une fois terminé. Donc, vous êtes moins embêté que si vous aviez fait les travaux. Vous avez juste fait le changement de destination, mais c'est quand même un embêtement parce que vous devez vous lancer là-dessus, vous devez faire ces démarches-là. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps ou qui ne savent même pas qu'on peut le faire. Donc vous, votre travail aussi, il est là des fois de se dire, tiens, l'opportunité peut être juste de faire le changement de destination et de même pas faire les travaux. Parce que je vais trouver quelqu'un qui sera intéressé par l'acheter derrière et faire ses travaux. Ou alors, vous vous dites, et là c'est la deuxième étape encore une fois, c'est de se dire, non, il vaut mieux que je fasse les travaux moi-même, parce que quand même, comme ça,
je vais pouvoir le revendre en tant que résidence principale pour un petit jeune qui a envie de s'installer et je finis à un truc qui me coûte 30 000 et je le revends 50. Par contre, attention, encore une fois, la TVA si vous faites les travaux. Donc, changement de destination, ça peut être vraiment intéressant parce que on a notamment les villes où les locaux commerciaux, parce que là on mettait garage, mais local commercial par exemple, où les prix sont beaucoup moins élevés que pour de l'habitation. Donc là, le changement de destination prend toute sa force. Voilà, si déjà le local commercial il vaut le même prix que l'habitation, changer de destination, ça ne va pas changer grand-chose puisque vous n'allez pas le revendre plus cher en fait qu'en local commercial. Donc il n'y aura pas de réelle utilité. Par contre, il y a vraiment beaucoup de villes où le local commercial vaut beaucoup moins cher que l'habitation. Opération numéro 7, construction. Création de lotissement. Division parcellaire d'un terrain plus viabilisation. Donc, effectivement, alors encore une fois, gros warning sur la TVA, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez très bien acheter un bien où il y a déjà un logement dessus, par exemple, un grand terrain, vous divisez, vous revendez le terrain. Vous pouvez très bien acheter des terrains qui ne sont pas viabilisés. Vous les viabilisez, vous faites une création de lotissement et derrière, vous vendez à des gens qui veulent construire dessus. Vous ne construisez pas. Hein. C'est pas le but n'est même pas de construire, il est juste de viabiliser. Vous pouvez aussi, si vous êtes marchand de biens, parce que ça, ce sont de belles opérations, acheter des terrains qui ne sont pas constructibles parce que vous avez vos entrées à la mairie, parce que vous discutez avec un tel et parce que vous savez qu'ils vont devenir constructibles. Donc ça, c'est une super opportunité aussi parce que un terrain non constructible, ben voilà, souvent, ça ne vaut pas grand-chose. Et quand il devient constructible, ça change tout. Par contre, effectivement, même quand on fait une opération comme ça, vous achetez un terrain non constructible, vous le rendez constructible, vous pouvez aussi le revendre avant même de viabiliser. Puisque là, il y aura une plus-value rien que par le fait qu'il soit passé constructible. Mais si vous achetez un terrain constructible pour avoir une plus-value dessus, souvent, il va falloir le diviser et ou le viabiliser. Donc là, ça peut être votre opération de marchand qui porte là-dessus. Et pas forcément construire. Hein. Là, on n'est pas en train de parler de construire parce que c'est encore un métier à part. Marchand de biens, pour moi, ce n'est pas promoteur. Ce sont encore deux boulots différents. Alors, Julien, pardon, me pose une question. Et comment c'est calculé au niveau plus-value du garage si ton lot, c'est plus garage, font partie du même lot à l'achat? De toute façon, quand tu es marchand, c'est du chiffre d'affaires que tu fais. Donc, en fait, on va proratiser quand tu vas revendre le coût d'acquisition d'un bien et de l'autre. Et la plus-value sera calculée. Ça dépend. Hein. Si tu les revends séparément, il y aura la plus-value qui sera calculée de chaque côté. Mais si tu fais bien les choses, tu es dans une société qui a l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Et donc, en fait, ta plus-value, il n'y a pas d'impôt clairement sur la plus-value quand tu es dans une société, puisque ce n'est pas un impôt comme en nom propre où tu payes sur un bien, sur la vente d'un bien, c'est du chiffre d'affaires. Donc, en fait, tout simplement, on va prendre le prix d'acquisition. Je te dis, ça va être un prorata qui sera fait. On va prendre le prix de vente et la différence entre les deux, ce sera ta plus-value. Et ta plus-value sera du chiffre d'affaires. OK? Julien, tu me dis si c'est OK. Donc, on en revient à notre slide. Création de lotissement. Voilà, Julien, oui, c'était dans le cas où tu gardes le lot à la log, par exemple, et que tu revends le garage. Mais si tu fais ça, Julien, effectivement, c'est exactement la même chose. Mais sauf que là, on est un peu sur un cas différent, Julien, parce que nous, on parle de marchand de biens. Donc, marchand de biens, comme tu le sais, c'est de l'achat-revente. Donc, dans l'idée, quand tu fais une SAS, alors, ce n'est pas forcément une SAS en marchand de biens, même si aujourd'hui, pour moi, c'est la société la plus adaptée. Mais mettons, voilà, quand tu crées une société de marchand de biens, ce n'est pas pour garder à la location. Donc là, dans ton cas, ce serait une seule société qui soit créée. Tu achètes un immeuble et il y a un garage, et toi, tu détaches le garage et tu le revends. Là, pour moi, ce n'est pas forcément une opération de marchand de biens, dans le sens où l'opération première, c'est de faire du locatif avec l'immeuble. Donc, en fait, dans ce cas-là, Julien, moi, ce que je ferais plutôt, c'est que j'achèterais le bien en, par exemple, SCI à l'IS, si on parle de SCI, je garderai le côté locatif et je revendrai le garage. Mais pour moi, ce n'est pas du marchand de biens, parce que le but n'est pas de revendre le garage, en vrai, c'est plutôt de garder le reste en locatif.
Et surtout, comme je te le dis, ne pas mélanger les choses, donc ne pas créer une société où dedans, tu fais du marchand de biens, donc une SAS par exemple marchand de biens, et dedans, garder des lots à la location. Puisqu'en fait, on en parle dans l'incubateur, et je vous dévoile certaines choses, mais nous, ce qu'on préconise, c'est de faire une opération, une société. Donc si tu fais une opération de marchand de biens, tu crées une société pour, et tu la clôtures à la fin. Donc là, dans ton exemple, pour moi, Julien, c'est pas vraiment du marchand de biens. Donc, j'ai pas vraiment d'autres réponses à te donner dans le sens où, ouais, pour moi, c'est plutôt une opération de locative et tu profites de revendre ce garage. Mais c'est pas le gros d'opération, c'est pas du marchand de biens. Voilà, donc voilà les différentes opérations qu'on peut mettre en place. Donc, on va les reprendre très rapidement. Hop, ça c'était moi, ça fait peur. Donc, je vous rappelle, l'aller-retour, pour moi, c'est celle que je préconise, surtout quand on est débutant. C'est bon, Julien, nickel. Donc, c'est faire ça pour aller le plus vite possible, pour ne pas immobiliser d'argent trop longtemps, pour rentrer de la trésor, pour rassurer les banques. Rénovation d'un bien. Donc là, c'est vraiment que vous imaginez aussi que la plus-value se fera vraiment sur la réno, c'est-à-dire, pour moi, je trouve que c'est presque plus sur de la résidence principale, où vous dites, parce que si vous faites du locatif, les gens qui achètent du locatif, ils aiment bien des fois faire les travaux. Donc en fait, pour moi, ça rentre plutôt dans l'aller-retour. Tu achètes le bien. Là, pour du locatif, tu dis je te le revends, mais même limite, je te fais des plans et je te vends le devis artisan. Et comme ça, le mec, il sera content de faire les travaux, puisque quand tu fais du locatif, tu es content de faire des travaux pour créer des charges. Donc la rénovation d'un bien, j'irais presque plutôt sur me dire que c'est pour de la résidence principale. Et donc, limite, plutôt un peu du haut de gamme, tu vois, te dire, je fais des travaux standing et dans des villes où ça tabasse un peu les prix pour que le prix de revente puisse absorber des travaux, en fait, puisse absorber le coût des travaux. Création d'espace, donc oui, effectivement, là, c'est avoir l'œil et se dire directement, tac, là, je peux gagner des mètres carrés, je vends tant du mètre carré, donc ça me fait gagner tant d'argent. Surélévation, donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est forcément des villes où ça coûte cher, le prix au mètre carré, parce que si le prix au mètre carré est très bas, le coût de la surélévation sera plus élevé que ce que vous pouvez le revendre plus cher. Donc là, on perd de l'argent. Division des coûts, là, encore une fois, c'est se dire que les petites surfaces se revendent plus cher au mètre carré que les grandes. Donc, vous avez, et même, je vous le dis, même pour le locatif, c'est vrai aussi. Mais par exemple, vous avez un T4 qui fait 100 mètres carrés. Moi, dans ma ville, oui, le T4 à 100 mètres carrés, peut-être je vais le vendre, mettons, 100 000 euros. Vous le divisez en 2 T2, les 2 T2, ils vont peut-être se vendre 60 000 chacun. Et vous le divisez en 4 studios, les studios, ils se vendent peut-être 40 000 chacun. Donc, si on a 2 T2, si on a le T4, on le revend 100 000. Si on a 2 T2, ça fait 120. Et si on a 4 studios, ça fait 160. Donc après, attention, il ne faut pas être bête non plus. Parce que peut-être qu'à cet endroit-là, les studios, ça ne se vend pas. Et donc, si les studios, ça ne se vend pas, c'est bien beau de se dire dans la tête, ah ouais, 4 studios, ça fait 160 000 euros. Mais en fait, je ne le revends pas. Donc, si je ne le revends pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours avoir ces notions-là aussi. Mais par contre, ce qui est une réalité, c'est que plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est élevé. Donc, on peut gagner de l'argent comme ça. Nicolas, d'où l'importance de connaître sa cible. Une des erreurs recensées sur notre dernier Afterwork. Nicolas, exactement, j'ai failli le dire. J'ai parlé de toi au début et je disais que tu avais été incroyablement magnifique durant cet Afterwork et que j'espérais être ne serait-ce qu'à hauteur de tes chevilles. Hamid, j'ai trouvé ce webinaire très intéressant. Ma question, est-ce que vous dispensez en ce genre de renseignements dans vos formations, notamment sur l'immobilier, aux 20 modules? Alors, Hamid, je suis désolé, je ne vois pas trop quelle est la question. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, là, pour ce dont on est en train de parler, on va avoir 2 formations différentes. On a la formation sur l'investissement immobilier locatif. Et le vrai avantage qu'il y a, c'est que c'est la formation la plus complète du marché. Et tu as 5 coachs qui répondent à tes questions tout le temps, mais on va y venir après, parce que dans l'incubateur, on a la même chose, on a un volet formation, et on a aussi 5 coachs qui répondent, on a 3 coachs qui répondent à tes questions en temps réel, et tu verras qu'il y a encore d'autres choses dans l'incubateur d'encore plus intéressant. Mais j'y arrive, et Amit, tu grilles un peu les étapes. Excuse-moi de te le dire, Amit. Changement de destination, donc effectivement, c'est aussi avoir l'œil et se dire, chez moi, les locaux commerciaux, ça ne se vend pas très bien parce que ça ne se trouve pas très bien, c'est dur de trouver des locataires.
Donc, le prix au mètre carré, il est plutôt bas. Et par contre, pour l'habitation, il y a beaucoup de demandes. Donc, transformer un local commercial en local d'habitation, ah ouais, mais je vais pouvoir le revendre beaucoup plus cher. Et la même chose pour un garage, effectivement. Un garage qui fait 20 mètres carrés, ça va se vendre 20-25 000 euros. Et peut-être un studio qui fait 20 mètres carrés, il se vend 50 000. Donc, ça peut être un bon plan. Oui, Hamid, patiente un peu. Et donc là, on a fini par notre opération tout à l'heure, donc création de lotissement, division parcellaire. Donc effectivement, diviser du terrain, le rendre constructible s'il n'est pas constructible, le viabiliser pour qu'en fait derrière, il n'y ait plus que la construction à faire. Et là, vous pouvez revendre ou bien même directement en particulier ou même à du promoteur. Ok, ensuite optimisation des opérations. Donc voilà, optimisation des opérations, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa cible, il faut connaître son marché, il faut optimiser ça. C'est-à-dire que si on peut tomber dans l'opération numéro 1, c'est-à-dire achat-revente en faisant quasiment rien ou juste en créant des plans ou en donnant un devis artisan, il faut le faire parce qu'on va optimiser. Et alors, attendez, j'ai une question. Quel est ton avis, Thibaut, sur le fait de commencer directement par du marchand de biens une fois la possibilité d'emprunter acquise? Bonne idée si c'est géré. Eh bien, commencer par du marchand de biens. Alors, Thibaut, je vais être transparent avec toi, être très clair avec toi. Marchand de biens, c'est professionnel. Un marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier. Quelqu'un qui fait du locatif, c'est pas encore. Alors, ça dépend à quelle mesure, mais c'est pas forcément un professionnel de l'immobilier. Donc, si tu veux commencer par le marchand de biens, oui, sans problème. Par contre, sois bien entouré. Sois très bien entouré. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Tu ne te lances pas marchand de biens tout seul, sans formation et sans être bien entouré. Parce que là, tu te fais défoncer. Tu vas faire des opérations où tu n'auras pas calculé qu'il y avait de la TVA dessus. Tu vas te faire retoquer par la TVA. La TVA, des fois, ça va te bouffer ta marge, mais des fois, ça va même faire que ton opération elle est en négatif. C'est-à-dire que tu achètes un bien 400 000 euros, tu veux le revendre 500, tu te dis super opération dans ta tête. Bien sûr, sauf que ça se trouve, tu l'achètes 400, tu dois faire des travaux, pim pam poum, tu en as pour. Ouais, allez, on refait. Tu achètes 300 ton bien. Tu as 100 000 euros de travaux, tu revends 500. Donc en tout, il te revient à 400, tu revends 500, tu te dis c'est une belle opération, je me fais 100 000 euros. Donc déjà, il faut rajouter tous les frais qui sont à côté. Il s'avère qu'avec ces 100 000 euros de travaux, tu rends le bien neuf. Mais en fait, tu vas payer une TVA totale sur 500 000 euros. Et une TVA totale sur 500 000 euros, alors je te fais le calcul vite fait comme ça, mais on n'est pas à 100 000 euros parce que voilà, on doit être à un bon 80, on doit être à 90 000 euros de TVA à peu près. Donc pour peu que tu sois raté sur les travaux, un peu que tu n'en es pas pour 110, tu en es pas pour 100 000, tu en es pour 110, le bien était revenu à 410 et toi tu gagnes 410. Donc avec tout le reste qu'il y a derrière, tu perds de l'argent. Ok Thibaut, bon, mais nickel. Donc optimisation des opérations, comme je vous dis, voilà, il faut optimiser. Et dans ma tête, moi, en marchant, plus tu vas vite et mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu vas vite et plus tu vas pouvoir multiplier le nombre d'opérations aussi. Parce qu'à un moment, tu n'auras pas du cash, ton cash il va s'arrêter. Et si on te demande 30% d'apport sur chaque opération, tu te rends bien compte que si tu as 100 000 euros d'apport, tu as 100 000 euros sur toi, tu vois, tu ne peux pas faire plus, ben, tu fais des opérations à 300 000. Et si cette opération-là, elle dure 2 ans, ben en fait, tu fais une opération. Et après, tu attends parce que tu n'as plus de cash. Par contre, si tu arrives à faire, avec tes 100 000, tu fais 3 petites opérations à 100 000 et qui durent à chaque fois 3 mois, tu vas re-rentrer du cash. Donc, tu vas pouvoir te créer ton roulement beaucoup plus rapidement. Et en plus, tu vas rassurer les banques. En plus, tu vas rassurer les banques parce qu'ils voient que tu travailles bien et que tu travailles vite. Et dans une opération de marchand de biens, même au niveau bancaire, d'aller vite, c'est le top. Crédit bancaire et fiscalité. Mais justement, on y arrive. Crédit bancaire, merci les filles d'avoir créé ce PowerPoint parfait parce que tu vois, ça vit dans mes pensées. Crédit bancaire, encore une fois, on est un professionnel de l'immobilier quand on est marchand de biens. Donc, c'est plus un dossier classique. Là, c'est pas je vais voir ma banque, j'ai 3 documents de côté et j'attends qu'ils me demandent mes docs pour. Non. Avec une opération de marchand de biens, c'est du prêt professionnel. Donc, c'est du prévisionnel. C'est tout qui est carré. C'est des estimations d'agence. C'est des estimations de marché. Il faut vraiment faire ça carré de chez carré. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, premières opérations, si vous n'êtes pas bon, vous grillez auprès de la banque.
Donc au début, ça se trouve, elle va vous demander de faire une première opération sans vous prêter. Plus elle va vite, encore une fois, mieux elle est réalisée. Même si vous faites 20% de marge et que si vous aviez fait des travaux, vous auriez pu avoir 30% de marge et que vous avez 20% de marge en 4 mois plutôt que 30% de marge en 1 an et demi, ne cherchez pas. Il vaut mieux avoir 20% de marge en 6 mois ou en 4 mois que 30% de marge en 1 an et demi. Donc, le but vraiment, quand on parle de crédit bancaire, c'est d'être professionnel, mais surtout aussi d'avoir des premières opérations qui tournent pour montrer à la banque que vous savez faire. En termes de fiscalité, donc fiscalité TVA, on en a parlé rapidement, je sais, c'est pas le but de l'afterwork de ce soir, sinon on termine à 23h. Et après, c'est plus un afterwork, c'est juste un after. Donc, c'était pas le sujet. Fiscalité, en général, comme je vous l'ai dit rapidement aussi, parce que c'était pas le sujet, je vous conseille pas du tout de faire du marchand de biens en nom propre. Donc, toujours de le faire en société. Donc, du marchand de biens en société. En société, on est à l'IS, donc on est à la fiscalité des sociétés. Donc, grosso modo, quand vous allez faire de la plus-value, ainsi de suite, ça va être du chiffre d'affaires. En face du chiffre d'affaires, il faut mettre des charges, tout simplement pour ne pas avoir un bénéfice qui est trop élevé. Et quand vous avez du bénéfice, vous êtes fiscalisé à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 euros et au-delà à hauteur de 25%. Je vais vite, mais oui, je vais vite. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais pour moi, ça doit être un petit peu maîtrisé si vous êtes là ce soir. Si ça va trop vite, vous me le dites. Pourquoi devenir marchand de biens? Pourquoi devenir marchand de biens? Alors ça, c'est, j'en parlais avec ce matin. Là, j'étais en cas pratique avec des apprenants de EPI, donc notre formation sur l'investissement immobilier locatif. Et aujourd'hui, les gens font de l'immobilier pour souvent devenir rentier, pour ne plus avoir à travailler ou tout du moins ne plus dépendre de son travail pour gagner de l'argent. Donc avec l'immobilier locatif, on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais ça prendra forcément un peu de temps. Et si vous avez bien compris le truc aussi, au bout d'un moment, même en locatif, on va vous demander un peu d'apport, on va vous demander un peu de cash. Pourquoi devenir marchand de biens? Parce qu'en fait, le marchand de biens, c'est ça qui fait accélérer, tout simplement. C'est ça qui va faire que vous allez faire des opérations beaucoup plus rapidement, que vous allez rentrer du cash. Et même si c'est derrière pour investir dans l'immobilier locatif grâce au cash que vous dégagez du marchand, mais toujours est-il que lui, le marchand de biens, le fait d'être marchand de biens, il peut faire que vous arrêtez de travailler très rapidement en fait. Il peut très bien demain devenir votre métier. Pour le locatif, ça va être beaucoup plus long que ça. Parce que je vais vous donner 2 exemples simples. Vous êtes aujourd'hui salarié, vous gagnez 5 000 euros par mois, vous avez un bon revenu. Pour avoir 5 000 euros de cash flow sur du locatif, il faut quand même faire un certain nombre d'opérations. Donc ça ne peut pas se faire en 1 an, ça ne peut pas se faire en 2 ans. Il faut taffer dur. Il faut faire des. Là, je parle de celui qui fait que du locatif, qui ne revend rien du tout. Il fait juste du locatif. Il fait que du locatif, il garde ses biens, il ne les revend pas. Pour monter 5 000 euros de cash flow, il faut quand même y aller fort. Par contre, faire 60 000 euros sur une année en marchand de biens, franchement, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beaucoup. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est magique. Je ne suis pas en train de dire magique et que c'est magique, c'est très loin de ça. Mais par contre, 60 000 euros de chiffre d'affaires, alors vous allez me dire, le chiffre d'affaires, c'est pas le salaire, machin. Celui qui fait 60 000 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, il vivra aussi bien que quand il gagnait 5 000 euros salariés, croyez-moi. Faire 60 000, faire 80 000, faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en marchand de biens sur une année, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué quand on est professionnel, qu'on est formé, qu'on est bien accompagné. Mais grosso modo, ce sont 2 opérations de marchand. Et des fois, c'en est qu'une seule. Et même des fois, sur une opération de marchand de biens, on fera bien plus que 100 000 euros. Mais si on fait des petites opérations de marchand de biens, c'est-à-dire qu'en fait, en marchand, on se dit qu'on essaye d'avoir une marge de 20-25%. Donc, si tu fais 20-25% de marge et que tu achètes un bien à 200 000 euros, grosso modo, déjà, tu peux te dire que tu vises 50 000 euros de chiffre d'affaires, on va dire. On va le dire comme ça. Je fais des raccourcis, d'accord? Ne me reprenez pas sur les raccourcis que je fais, c'est pour donner des chiffres très simples. Donc, 200 000 euros, ce n'est pas un prix fou. Donc, tu fais 2 opérations de marchand de biens dans l'année, tu as fait ton chiffre d'affaires de 100 000. 2 opérations à 200 000. Tu peux faire 4 opérations à 100 000. Et tu peux aussi faire 2 opérations à 100 000 et en fait, tu as quand même fait 50 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Pour moi, tu vis aussi bien que quand tu gagnes 5 000 euros en tant que salarié.
parce que tu optimises par rapport à tes sociétés, ainsi de suite. Et après, on aura le temps d'en reparler parce que c'est encore pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a aussi le système des gens qui veulent donc faire du locatif et qui se demandent comment faire du locatif pour enchaîner, mais notamment l'opération, le marchand de biens peut être là, avec une petite holding au-dessus. Je fais du cash dans mon marchand de biens, je remonte sur une holding, j'ai quasiment pas d'impôt et je redescends vers mes SCI pour pouvoir faire du locatif. Vous voyez? Et donc, en fait, l'opération de marchand, le côté marchand de biens, il me permet aussi de créer une autre valeur à mon patrimoine en termes de locatif. Vous voyez? Ça peut aussi marcher en même temps. C'est pas on fait du locatif ou on fait marchand de biens. De toute façon, chez Greenbook Campus, on ne fait pas du ou, on fait du et. Donc, on peut faire du marchand de biens et du locatif. Et c'est même ce que je vous conseille de faire. Aurélien, les banques prêtent-elles sans apport en SAS en tant que marchand de biens, comme pour de l'achat locatif? Alors, Aurélien, je te prierai de m'écouter. Parce que je pense que j'ai dit à peu près 25 fois que non. Ce sera au minimum du minimum, elles demanderont 20% d'apport. Souvent, c'est 30%. Et sur les premières opérations, des fois, c'est juste on ne vous prête pas, mais si on ne vous connaît pas, faites une opération tout seul avec vos fonds propres. Et ensuite, on verra. Après, on verra aussi qu'il y a d'autres opérations de trouver du cash si tu n'en as pas, Aurélien. Mais par contre, je suis très déçu, Aurélien. Tu ne m'as pas écouté. J'avais dit 30% quand même. Les autres répondaient. Est-ce que j'ai dit 30%? Opportunité, dollar, dollar. Alors oui, parce que nous, chez Green Bull, les filles, elles parlent en dollars. On ne parle pas en euros, nous, on parle en dollars. Des vrais Américains. Donc, bien sûr, l'opportunité du marchand de biens, c'est de faire du cash très rapidement. Ce qui est difficile de faire avec le locatif. On y revient. Tu fais moins de cash en locatif. Si, tu vas me dire, si, ben, j'ai revendu, j'ai pris du cash. Oui, mais c'est là où je te dis, en fait, dans l'arbitrage de ton patrimoine locatif, tu vas faire du cash. Mais pour faire du cash donc rapidement, merci, j'avais bien entendu Aurélien. Merci Aurélien. Parce que sinon, je pouvais croire que je perds la boule. Donc, effectivement, l'opportunité qui est là en marchand de biens, c'est de faire du cash, du cash, du cash. C'est ça en fait, c'est de monter du cash rapidement. Ce que tu ne peux pas faire avec du locatif, puisque, encore une fois, vous allez me répondre, si la dernière fois j'ai revendu un bien, j'ai fait un arbitrage et là j'ai pris du cash. Oui, et comme tu le dis, c'est quand tu as revendu que tu as pris beaucoup de cash. Et donc, en fait, c'est pas une opération de marchand parce que c'est sur le long terme. Parce que si tu fais des opérations d'achat-revente à court terme, tu es marchand de biens. Donc, c'est plus du locatif. OK? Les risques. Eh oui, les risques, on en a parlé pas mal de fois. Vous êtes un professionnel de l'immobilier. Donc là, par contre, moi, je vous mets vraiment le warning dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes un professionnel de l'immobilier et que vous revendez à un particulier, vous êtes toujours perdant s'il y a un problème. OK? Et regardez, moi-même, à titre perso, je le fais. C'est-à-dire que là, je suis en train de changer de voiture. Je revends ma voiture à un professionnel et j'achète ma nouvelle voiture à un professionnel. Je ne passe pas par un particulier. Parce que si demain, il y a un problème avec la voiture que je vends et que c'est un particulier, il va se retourner contre moi. Et si demain, la voiture que j'achète et j'ai un problème, je retourne contre le particulier, je ne vais pas gagner. Par contre, je revends à un pro, il y a un problème avec la voiture, c'est tant pis pour lui, les pros. Et je rachète un pro, s'il y a un problème avec la voiture, c'est tant pis pour lui, les pros. Et bien, c'est exactement la même chose pour l'immobilier. Vous êtes un professionnel. Donc, en fait, vous allez vendre souvent à des particuliers. Alors, vous allez peut-être revendre aussi à des professionnels des fois. Et là, on va dire que, bon, c'est un peu différent. Mais quand vous allez vendre à un particulier, si demain il y a un problème, c'est contre vous qui va se retourner. Vous êtes le professionnel. Donc, il faut très bien faire les choses. Autre risque, comme on l'a dit, c'est bon, le premier risque, effectivement, c'est la requalification en marchand bien si vous ne le faites pas dans les règles et que vous faites des opérations de marchand sans l'être. Là, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Alors, Julien Martinez, même si tu as fait passer le l'huissier avant, justement, ça, c'est une des solutions pour te protéger en tant que professionnel, Julien. C'est pour ça que je te dis, le risque est là. Et le fait de faire passer un huissier, par exemple, pour constater, faire un état des lieux avant revente, on va dire, par l'huissier, ça, c'est pour te protéger. Et ça, c'est une très bonne pratique, Julien. Mais effectivement, c'est pour ça que là, on est ainsi sur les risques. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas de solution à ces risques, mais il y a des risques. C'est comme le fait de se faire retoquer par rapport à la TVA, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous dites qu'il n'y a pas de TVA, en fait, il y avait la TVA sur le total. Le risque est là. Par contre, ce qui est très facile, Julien, c'est de se dire, putain, j'ai fait des travaux, je ne suis pas loin d'avoir touché 50% des fondations, parce que si tu touches plus de 50% des fondations, tu es requalifié dans du neuf et donc TVA sur le total. Bon, mais écoute, pour moi, j'ai fait moins de 50%, mais par contre, je vais prévisionner et je vais provisionner les sommes comme si j'avais la TVA sur le total. Et si je ne l'ai pas, j'ai l'argent de côté. Si je me fais retoquer, j'ai l'argent de côté.
Pardon, si je me fais pas retoquer, l'argent que j'ai de côté, ben, je peux l'utiliser. Si je me fais retoquer, j'ai provisionné ça. Donc, c'est là, Julien, effectivement, où quand tu es un professionnel, tu anticipes les choses. Alors, là, notre ami Yann, qui est là. Donc, vous voyez, petite pause à droite, à gauche, petit remontage de manches. Il est beaucoup plus classe que moi. Moi, j'ai des manches courtes tout le temps en plus. Je ne peux pas le faire. Donc, Yann, incubateur marchand de biens, créer et développer votre activité. Pourquoi Yann? Ben oui, c'est Yann qui a enregistré les vidéos de la formation. Donc, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous le connaissez tous. Vous connaissez son côté vulgarisateur, c'est-à-dire qu'il rend les choses compliquées simples. Et ça, franchement, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que alors moi, j'ai sûrement pas bien réussi à le faire ce soir parce que ça se trouve, vous allez ressortir, vous allez dire, tiens, j'ai un compte, pardon, pas punaise, j'ai des enfants, donc je sais qu'on ne dit pas l'autre mot. Punaise, il m'a expliqué des trucs, en fait, je comprends moins maintenant qu'au départ. Bon, ben, si c'est ça, excusez-moi. C'est que je n'ai pas le talent de vulgarisateur de Yann. Mais voilà, sa grande force est là. En plus de sa bonhomie et sa sympathie, voilà. Mais c'est de vraiment pouvoir vous rendre simple les choses compliquées. Et ça, c'est complètement retranscrit dans la formation, dans le côté formation de l'incubateur. Non, tout est clair, Julien, merci. Donc, créer et développer votre activité, passez à l'action, formez-vous dès aujourd'hui, effectivement. Donc, l'incubateur marchand bien. Merci Guillaume, à toi aussi, vous êtes adorable. 15 heures de formation. Alors, pourquoi on met plus de 15 heures de formation aussi? Parce que, d'ores et déjà, vous pouvez vous dire que la formation, elle est évolutive. Donc, là, aujourd'hui, il y a 15 heures de formation. Demain, il y aura 18 heures et après-demain, il y en aura plus parce qu'en plus, les coachs, donc, qui aujourd'hui sont Yann, moi-même et Nicolas, que vous avez vu là de l'autre. Merci Nicolas. Nicolas qui vient d'écrire. Nous sommes coachs et nous faisons ce qu'on appelle des conférences mensuelles. Et donc, ces conférences mensuelles, alors pardon, hop, j'ai reçu un petit truc. Ces conférences mensuelles, elles viennent s'ajouter. C'est-à-dire qu'on va faire une conférence, Nicolas, par exemple, qui est huissier, va pouvoir vous faire une conférence sur les clauses je sais pas, pour mettre quelqu'un dehors, par exemple, pour sortir des locataires. Il va vous faire une conférence d'1 heure là-dessus. Et tous les mois, il y a une conférence qui se fait par un des coachs, voire même par les 3 coachs. Donc, 3 heures de plus tous les mois. Donc, vous voyez, on est à 15 heures de formation aujourd'hui. Demain, ben voilà, ça ne s'arrête pas en fait. Hein. Ensuite, nos coachs répondent sous 24 heures. Alors, je suis très déçu, les filles. Réponse sous 24 heures. Franchement, on répond sous 3 minutes. Donc, dans les textes, on dit qu'on a 24 heures pour vous répondre. Dans les faits, quand ça dépasse 3 minutes, c'est qu'on est à la sieste en fait. Parce que sinon, on est souvent sur une réponse sous 2-3 minutes. J'exagère. Non, j'exagère pas. Ouais, Fanny a dit 1 minute top chrono. Merci. Je ne veux pas en dire plus parce que il suffit que voilà. Là, par exemple, je ne vais pas pouvoir répondre immédiatement si quelqu'un fait. Notre comité projet, audit stratégique personnalisé. Donc en fait, et voilà. Et là, vous allez halluciner pour ceux qui ne connaissent pas l'incubateur, parce qu'en fait, l'incubateur, il y a un coût d'entrée, bien sûr, mais en fait, vous avez accès à la formation à vie. Ça, c'est évident. Mais en plus de ça, on a 2 personnes qui sont avec nous, donc 2 salariés qui bossent chez Green Bull Campus, qui sont Jean-Philippe et Marion. Marion et Jean-Philippe, d'ailleurs, soyons un peu galants. Donc, Marion et Jean-Philippe, et qui sont là pour auditer vos projets. C'est-à-dire que vous avez un projet de marchand de biens. Vous montez bien sûr le projet. Hein. Le but, ce n'est pas que ce soit eux qui fassent l'étude pour vous. Mais par contre, vous montez le projet, vous faites votre étude et vous leur envoyez. Et eux, ils vont auditer votre projet. Et ils vont vous dire si de leur côté, c'est viable ou pas. Et ça, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc de fou. C'est-à-dire que vous payez une fois l'incubateur au départ. Et après, vous avez à vie tous ces services qui sont réunis. Donc, bien sûr, un coach tel que moi, Nicolas, Yann qui vous répond déjà, et ensuite nos experts qui vont auditer vos projets. Donc, il y a vraiment 2 steps. Je suis en train de me renseigner sur un projet, sur une question fiscale. J'écris sur le groupe de l'incubateur et nous, les coachs, on vous répond rapidos. Après, j'ai un projet à faire, à étudier, j'envoie aux experts. Nos partenaires, un réseau de spécialistes à votre disposition. Et oui, bien sûr, on est marchand de biens. Donc, nous, ils font un super taf, Marion et Jean-Philippe. Eh oui, forcément. Alors, attends. Dernière conférence, Nicolas m'écrit le congé au locataire, prochain afterwork, pourquoi faire appel à un huissier quand on est marchand de biens. Vous voyez, tout ça, c'est en plus de la formation, mais c'est riche. Donc, réseau. Bien sûr, nous, on est marchand de biens, donc on a notre réseau, on a nos réseaux, on a des réseaux
en région, on a des réseaux nationaux. Donc, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on met en place dans l'incubateur, mais c'est aussi grâce à vous qui êtes des incubés, des incubatés, des incubés. Vous aussi, il faut que vous nous partagiez votre réseau. Et grâce à ça, on grossit. Et bien sûr, voilà, nous, on a en plus des partenariats spécifiques avec des gens qui font des travaux. Notamment, on peut avoir un partenariat. On a un partenariat avec Michel là, qui est top. En fait, il vous fait des devis travaux sur une vidéo, quoi. Il vous fait un devis travaux par vidéo. Et derrière, il vous fait les travaux. Dans notre boulot de marchand de biens et même d'investisseur locatif, mais surtout en marchand, c'est top. Événement interactif et pédagogique. Bon, mais je vais vous donner un exemple très simple. Le 18 juin, j'ai le droit de dire la date, ouais, je crois. Le 18 juin à Nice, on a tous les coachs, et même plus que les coachs de l'incubateur, on a tous les coachs Green Bull Campus quasiment qui se retrouvent à Nice et tous les gens qui font partie de l'incubateur. Et je ne sais même pas s'il n'y a pas des gens qui seront extérieurs à l'incubateur. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, Camille, si tu veux m'en dire plus par WhatsApp, je suis à ton écoute si tu veux que je parle un peu de ça ou pas. Ensuite, Green Bull Accélérateur. Donc, Green Bull Accélérateur, alors ça, c'est complètement fou. Ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que, tout simplement, vous envoyez votre projet à Marion et Jean-Philippe. Ils valident le projet. Vous avez la possibilité de vous associer avec Green Bull, tout simplement. Green Bull s'associe à vous pour que vous fassiez financer, hein, tout simplement. Donc, mettre de l'apport, ainsi de suite, tout ça, ça se discute. Ensuite, il y a une société qui est créée pour ça, avec des nombres de parts qui sont répartis selon les apports, selon plein de choses. Mais toujours est-il que grâce à Green Bull Accélérateur, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite de budget, en fait. Dès l'instant que votre projet est viable et que ça intéresse Green Bull, il n'y a plus de limite de budget. Et souvent, ce qui est pénible en marchand, c'est que voilà, on te dit que tu as 30% d'apport, tu trouves un super truc à 1 million d'euros, que tu peux en vendre 2 millions, j'en sais rien, tu vois, le truc est énorme et parfait, mais il te faut 300 000 euros d'apport. 300 000 euros d'apport. Et bien là, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet, vous le faites. Moteur d'association, ben bien sûr, les incubés, je vous appelle les incubés. D'accord? Ça vous va? Jérémy, ça te va d'être incubé? Donc les incubés, vous pouvez vous associer entre vous. Il y a un vrai moteur d'association. Donc le but derrière, c'est d'avoir un espèce de le bon coin, tu vois, dans l'incubateur. Et tu dis, tac, moi j'ai 300 000 euros, je ne sais pas quoi en faire. Ok, moi j'ai un projet, j'ai besoin de 200 000 euros d'apport. Ok, on s'associe. Allez, on ne passe pas cette fois-ci par Green Bull, on le fait entre nous, entre incubés. Pourquoi? Parce qu'on est sûr de nos valeurs, parce qu'on a Jean-Philippe et Marion qui ont validé le projet. Donc en fait, celui qui met le cash, il est sûr que le projet il marchera derrière. Accès Dealmaker pour My Club Deal. Donc ça, c'est un accès supplémentaire pour My Club Deal. Donc Camille, elle ne m'a pas du tout écrit sur WhatsApp, donc je pense qu'elle… Ah si, que des gens de l'incubateur. Merci Camille, je croyais que tu faisais la sieste. Je me suis dit, ça y est, j'ai même réussi à endormir Camille, quoi. Donc non, il n'y aura que des gens de l'incubateur. Merci Camille, je te respecte. De toute façon, Camille, elle est trop forte. Je vous le dis comme je le pense, elle est trop forte. Mais Marion aussi, Jean-Philippe, enfin tous. Donc, accès à vie. Vous voyez, c'est marqué en haut, là, je ne sais pas où. Une équipe de professionnels à vos côtés, bien sûr. Nos coachs, réponse sous 24 heures. Encore une fois, je suis très déçu. 24 heures. Camille, change-moi ce slide, mais réponse sous 24 heures. Philippe, 1 minute 30. Nicolas, 1 minute 58, parce que je réponds un petit peu avant lui. Et Yann, 24 heures. C'est peut-être Yann, parce que c'est vrai que lui, il est pas mal pris. Mais il répond aussi. Comité projet. Donc, comité projet, comme on l'a dit, Jean-Philippe, Marion. Je suis toujours mal poli, je suis toujours pas galant. Marion et Jean-Philippe, pardon, dans l'autre sens. C'est quoi Green Bull Campus devenir marchand de biens? Alors, attends, je clique dessus. Ça, il faut que je le partage, ça? Je ne sais pas faire, moi. C'est un lien. Hop, je vais vous partager un lien après, si j'arrive à le faire. Alors, je pense que je vais réussir à le faire. Je partagerai autre chose. Je vais voir si je peux partager un document pour un clic tout action. Alors, attendez, parce que moi, je suis nul. CTRL-C, CTRL-V. Texte du bouton. Je vais vous mettre… Ah non, c'est pas ça. Texte, tac. Texte, tac. Alors, je vous mets le lien pour l'incubateur. Je vous mets ici. Tac. Envoyez-le. Voilà. Moi aussi, je l'ai mis, t'as vu, Camille. Donc là, si vous voulez regarder la formation marchand de biens, c'est là où il y a marqué ici. C'est ici, tout simplement. Il faut cliquer ici. Vous vous rappelez que vous n'hésitez pas à dire
Ah, ça apparaît. Oui, mais Jérémy, moi, je préfère le mettre aussi, tu vois. Je me dis, on sait jamais. Mais non, c'est Camille qui me gère ça elle est trop forte, vraiment. Si on a un projet sur la Réunion, mais David, c'est exactement pareil. On est tout le temps, partout avec toi. Donc, en fait, tu as ton projet sur la Réunion. Tu vas bien sûr faire ton étude de marché, tu vas monter ton dossier, tu l'envoies à Marion et Jean-Philippe. Et eux, ils vont l'étudier, t'inquiète pas, ils sauront le faire. T'inquiète pas. Nos partenaires, donc, je leur ai dit, événement pédagogique. Bon, ben, ça, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Moteur d'association, donc ben, c'est ce que je vous ai expliqué. On fait partie d'une communauté. Dans l'incubateur, il y a de plus en plus de membres. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a des membres supplémentaires. Et en fait, ce qui fait la force d'un marchand de biens, c'est son réseau, tout simplement. C'est bête à dire, mais la force du marchand de biens, c'est son réseau. Donc, plus vous avez un gros réseau, plus vous êtes forcément un bon marchand, parce qu'en fait, vous allez pouvoir investir partout et dans toutes les villes de France, jusqu'à La Réunion. Et vous allez pouvoir avoir un budget limité, de par l'association, bien sûr, et de par Green Bull Accélérateur. Donc, je vous dis, quand on additionne le côté moteur d'association et le côté Green Bull accélérateur, on se rend bien compte qu'en fait, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Je vous le dis, vous n'avez pas de limite. La seule limite, c'est de trouver du projet rentable. Et ça, franchement, si vous avez fait la formation et vous n'arrivez pas à trouver des projets rentables, ça veut dire que pour moi, vous n'êtes pas, vous avez raté un passage. Parce que si vous faites bien les choses de A à Z comme c'est expliqué, vous trouverez des projets rentables. Il n'y a pas d'excuse. Je vous le dis aussi, si vous voulez retourner sur la chaîne YouTube de Yann, on vient de faire 2 vidéos qui sont sorties, une au Mans, une à Toulouse. On fait des opérations de marchand de biens. La première ville, on est resté 3 jours. La deuxième ville, on est resté 5 jours. 3 jours, on a trouvé une opération rentable. Deuxième ville, on est resté 5 jours. On a trouvé 2 opérations. OK? Donc, il n'y aura pas d'excuse pour les gens qui font l'incubateur. S'ils ne trouvent pas de bien, c'est qu'il y aura eu un truc qui n'aura pas été bien fait. 15 heures de forme, mais c'est le même petit slide que tout à l'heure, ça. Accès à vie, accès à vie. Cette offre de formation est éligible au CPF. Est-ce que Camille, tu peux me redonner les petits noms qu'il y a outre le CPF pour les fonctionnaires et ainsi de suite? Donc, mon compte formation, le CPF, donc bien sûr, c'est éligible. Inscrivez-vous et bénéficiez jusqu'à 100% de financement de votre formation. Effectivement, le CPF peut prendre jusqu'à 100% de la formation. Camille va m'écrire parce que je sais qu'il y a autre chose qui… voilà, faire financer ma formation. Merci Camille. Et parce qu'il y a d'autres choses, il y a CPF et il y a d'autres modes de financement, je ne me rappelle plus du tout quel nom ça a. Mais toujours est-il que… Et bien sûr, c'est éligible au CPF et aux autres styles de formation comme ça, professionnels, mais vous pouvez aussi le financer totalement par vous-même. Ne vous dites pas, j'ai pas de CPF parce que je suis indépendant, comme moi je suis indépendant aujourd'hui, vous pouvez le financer totalement par vous-même. Lucie, une femme, c'est agréable. Parce que souvent, tu as vu, pour l'instant, il n'y avait que des hommes qui étaient intervenus, qui avaient intervenu. Comment pouvons-nous nous mettre en relation? Je suis maître d'œuvre, mais non solvable. Pour la date de créa de société, je cherche une personne solvable en échange de mon expérience, travaux. Mais là, Lucie, c'est exactement ce que je te dis. Dans l'incubateur, tu prends l'incubateur, donc éligible CPF, mais tu peux aussi la financer toi-même, bien sûr. Tu deviens membre de l'incubateur et là, tu as effectivement ce côté moteur d'association. Donc, en fait, tu vas rentrer en relation avec tous les autres membres de l'incubateur, que ce soit par des rendez-vous et des événements physiques, comme on va le faire à Nice dans un mois et une semaine, ou alors au quotidien dans l'incubateur, où on a donc un groupe, notamment un groupe Facebook, où on échange entre nous. Et effectivement, après aussi dans le côté incubateur, tu auras un moteur d'association, tout simplement, où tu vas pouvoir trouver tes associés et où, parce que l'associé peut être aussi Green Bull, directement, ce que je te disais, dans Green Bull Accélérateur. Comme tu es non solvable, effectivement, aujourd'hui, tu es bloqué, tu ne peux pas faire d'opération de marchand de biens. Par contre, tu es maître d'œuvre, donc ça se trouve, toi, tu peux trouver les opérations. Eh bien, tu trouves une opération, elle est rentable, tu l'envoies à Marion et Jean-Philippe, ils valident ton dossier, tu la proposes à Green Bull Accélérateur, ça intéresse Green Bull, ça t'intéresse, vous créez une société ensemble, et c'est parti.
Ensuite, prenez rendez-vous avec l'équipe Green Bull Campus. Effectivement, parce qu'en fait, vous allez pouvoir être rappelé par l'équipe Green Bull Campus pour vous en expliquer plus. Est-ce que Camille, tu peux nous mettre le petit lien Green Bull Campus? Oui, Camille, elle se moque de moi, elle dit que je suis une racaille parce que je parle comme ça. Mais c'est parce que je suis un peu italien, pas du tout en fait. Et parce que j'essaie de mettre de la vie tout seul, comme je suis tout seul dans mon bureau. Green Bull Campus partage quelque chose, je prends rendez-vous. Donc allez-y, prenez rendez-vous. Parce que là, tu vois, Lucie, par exemple, cette question-là, elle peut totalement être posée aussi à notre équipe Green Bull Campus qui sera encore meilleure que moi pour t'y répondre. Ok, super, merci beaucoup. Petite parenthèse, j'ai adoré vos vidéos d'immersion d'achat avec toute l'équipe Green Bull, je me suis bien marré. Super, Lucie, j'espère que tu as regardé aussi ma vidéo sur le courtage, hein, parce que sinon, je vais mal le prendre. Donc, je le redis pour Yann, mais pour ce qu'on fait nous, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à laisser des commentaires, des likes, parce qu'en fait, ça nous aide au référencement et ça aide à développer sa chaîne et donc à nous faire encore plus de choses et encore plus folles à chaque fois. Et pour rien dévoiler, il y aura bientôt une autre vidéo, je pense. Donc, prenez rendez-vous avec notre super équipe Green Bull Campus. Et pour finir, dernier slide, à vos questions. Tu disais préconiser faire une opération, une société. N'est-il pas possible de faire du marchand avec une seule SAS familiale que l'on fait grossir? Quels sont les risques inconvénients? Alors JB, justement, ça, on en parle totalement dans la formation, dans le côté formation de l'incubateur. Comment dire? En fait, le fait de créer une société, une SPV par opération, une société par opération, va faire que si un jour tu as un problème avec une opération, pour faire très simple, il sera beaucoup plus difficile de t'attaquer toi en nom propre, on va dire, que si ta société était ouverte et qu'elle était déjà en cours avec une grosse société, ainsi de suite. En fait, c'est pour éviter que ça se répercute sur la société existante. Si tu n'en as qu'une seule et que tu as une grosse merde, entre guillemets, sur une de tes opérations, ça va se répercuter sur toute ta société. Et si tu veux, dans la même idée, pourquoi aussi on dit de le faire en société plutôt qu'en nom propre? Parce que si tu le fais en nom propre et qu'un jour il y a un problème avec une opération que tu fais, ça va impacter directement ta personne. D'accord? Donc, dans la même idée de se protéger le maximum, plus tu cloisonnes les opérations et plus tu te protèges, en fait, tout simplement. Alors après, quels sont les inconvénients à ça, de faire plusieurs sociétés? Forcément, il y a un coût là-dedans. Il y a un coût supplémentaire puisque tu crées une société et tu la fermes à chaque fois. Donc, il y a un coût. Et bien sûr, le fait de faire comme ça aussi une société à chaque fois, on va encore plus préconiser une holding au-dessus pour pouvoir remonter les fonds dans la holding pour ne pas avoir à fermer les sociétés et prendre de la fiscalité à chaque fois. Mais tu vas vraiment plus cloisonner les choses. OK? Emmanuel, merci JB. Mais il faut un bon apport du coup pour faire sa première OP. Emmanuel, je reviens en arrière, Emmanuel. Green Bull, moteur d'association, et Green Bull accélérateur. Oui, il faut de l'apport, mais si toi, tu n'as pas d'argent, je te rassure, Green Bull en a, et je te rassure aussi, les autres personnes de l'incubateur ont de l'argent. Donc, si tu as une belle opération, la vraie plus-value de l'incubateur, elle est là. Elle est que tu puisses faire ton opération, même si tu n'as pas d'apport. Et sinon, pour sa première OP, oui, il faut de l'apport, mais en fait, il en faudra tout le temps. Et c'est là que l'association prend tout son sens. Salut Jérémy. On se voit à Nice. Donc, voilà, Emmanuel, j'espère te répondre. J'espère que tu comprends bien ma réponse là-dedans. Quand tu n'as pas d'argent, tu t'associes, tout simplement. Et en marchant de bien, je ne sais pas comment le dire, mais grosso modo, tu n'auras jamais assez d'argent pour tout faire. Si, tu peux, mais pas au départ. Ou alors, à moins d'avoir énorme. Mais encore une fois, si vous voulez faire des belles opérations et qu'on se dit sur une année, je veux faire 1 million d'investissements, mais il faudra 300 000 euros d'apport. Donc, ces 300 000, tu les as, c'est bien, tu les as pas, il faut les trouver. Et je trouve beaucoup plus sensé et beaucoup plus opportun de s'associer en marchand bien qu'en investissement locatif. Parce que quand tu fais du locatif et que tu t'associes avec quelqu'un, de principe, tu t'associes peut-être pour 20 ans. Alors, bien sûr qu'en fait, tu ne gardes pas forcément tes biens pendant 20 ans parce que tu fais de l'arbitrage et ainsi de suite. Mais dans l'idée, tu t'associes avec quelqu'un pour longtemps. En marchand bien, Emmanuel, tu peux même t'associer avec
excusez-moi du terme, avec un connard, s'il a des sous. Parce qu'en fait, tu vas faire peut-être une opération avec lui et demain, c'est fini. Tu fais ton opération, achat, revente, merci, au revoir. Avec du locatif, ça restera dans le temps. Là, pas forcément. Le but de rentrer dans l'incubateur, c'est que déjà, il n'y a que des gens sympas et vous avez tous la même vision et on a le même référent, la même référence et le même référencement, les mêmes personnes qui vont analyser ton dossier qui sont Jean-Philippe, encore une fois, et Marion, et nous en amont, les coachs, et les projets en fait seront validés. Donc, si le projet est validé par Marion et Jean-Philippe, tu peux déjà te dire dans ta tête, toi, parce que là, tu te mets dans l'idée que tu n'as pas de cash, mais mets-toi dans l'idée que toi, tu as du cash. À qui tu vas faire confiance? À quelqu'un qui est avec toi dans l'incubateur et dont le projet est validé par Marion et Jean-Philippe, ou quelqu'un que tu connais pas qui vient de démarcher, qui dit oh, je suis du marchand ou je fais autre chose, j'ai besoin de cash. Mais non, tu vas faire confiance à ton réseau et parce que tu sais comment ça fonctionne dans l'incubateur. Donc c'est là la force, comme tu dis, du collectif et de l'association. Et pour moi, le secret d'un marchand, il est là aussi, savoir bien s'associer et bien s'entourer, c'est ce que je disais au départ. Et bien se former, bien sûr, ça là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais même bien formé, si tu n'es pas bien entouré, c'est compliqué. L'incubateur permet tout ça. Donc Camille, est-ce que tu nous remettrais pas un petit lien, un petit dernier lien, je ne sais pas, pour l'incubateur, pour prendre rendez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le lien pour prendre rendez-vous? Vous voulez le lien pour l'incubateur? Vous voulez quel lien, les amis? Avant que je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous voulez un petit lien pour pouvoir cliquer dessus, pour prendre rendez-vous peut-être? Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à dire, si vous prenez un rendez-vous, si vous vous inscrivez sur l'incubateur, à dire que c'est suite au live de ce soir. Comme ça, nous, ça nous permet voilà, de suivre un peu ce qu'on fait. C'est super important pour une société. C'est très important de savoir, d'avoir du retour sur ce qu'on fait et même savoir si ça vous a plu, tout simplement, cet after work. On est très content d'avoir des retours de votre part. On est super heureux d'avoir des retours et même de la critique. La critique, elle est ou positive ou négative. Moi, je pense que quelqu'un qui critique ce soir et qui dit qu'il y avait des choses à revoir, pour moi, c'est positif, ça nous fait nous améliorer. Donc, n'hésitez pas, même à prendre rendez-vous ou à envoyer un petit message à Green Bull Campus pour nous dire ce que vous pensez de ces rendez-vous. Donc, Camille, est-ce que de ton côté, ça te paraît être OK? Si tu veux m'envoyer un petit message, parce que moi, pour moi, on a fait ce qu'on avait à faire. Je vous remercie tous les participants. Vraiment, merci d'être resté en ligne. Camille, pour elle, c'est OK aussi. Donc, je vous embrasse tous. Je vous remercie. C'est toujours intéressant de tous vous écouter. Merci Julien, merci Océane. Océane, tac. Très intéressant, bien aimé. Tu n'as pas changé, toujours. J'ai vieilli pourtant. Alors, Océane, je vous raconte l'histoire parce que moi, je suis très content qu'elle soit là. Océane, je l'ai formée je dirais que c'était il y a 3 ans. Elle était en bachelor. Et donc, voilà, j'étais son intervenant. Et depuis, elle est conseillère en gestion de patrimoine, puisque oui, je te suis, Océane, sur LinkedIn. Donc, je sais que tu es conseillère en gestion de patrimoine et je suis très fier de toi. Thomas, salut Philippe, je ne sais pas si tu peux répondre à ma question un peu spécifique et tardive. Je suis propriétaire d'un IDR en nom propre. Est-ce judicieux que je le revende à une société de marchand de biens que je crée pour pouvoir le revendre à la découpe? Non, ce n'est pas judicieux. Non, là, ça fait un peu usine à gaz. Tu le détiens depuis combien de temps? Parce que si tu le détiens depuis longtemps, en nom propre, tu peux le découper, le revendre, il n'y a pas de sujet. Hamid, pour moi, tout est clair et limpide. Merci à toi, c'était super. Je vais réfléchir à prendre une formation avant de passer à l'incubateur. Eh bien, écoute, l'autre formation, je pense, qui te mettra vraiment le pied à l'étrier, Hamid, c'est ce qu'on appelle EPI. C'est pour l'investissement locatif. Je pense aussi que c'est une formation qui peut être un tremplin pour arriver à l'incubateur pour toi, Hamid. Donc, n'hésite pas, tu peux tout à fait prendre rendez-vous. Si Camille, tu peux nous remettre le petit lien pour prendre rendez-vous. Hamid, tu prends rendez-vous et tu parles de EPI à la place de l'incubateur. Tu dis que tu viens de ma part, il n'y aura pas de souci. Merci Lucie, merci Julien, merci Emmanuel, merci à JB, merci à Thibaut. Plein de plus super. Merci Camille, tu es vraiment au top Camille. Je ne sais pas comment elle fait pour être si forte. Donc Hamid, prends rendez-vous et dis que tu viens pour EPI, ok? Et que tu viens par contre de ma part de l'afterwork marchand bien parce que c'est quand même bien, tu vois, d'avoir ce retour.
Merci à toi. Continuez, vous êtes des bons. Merci Thibaut, vous êtes bon aussi. Fanny, merci. Ça fait toujours un bon moment de m'écouter, mais moi, toujours un bon moment de partager avec vous. Depuis 4 ans, Thomas, tu peux découper et revendre. Pour moi, il n'y a aucun risque de requalification en marchand de biens. 4 ans, c'est de l'arbitrage de patrimoine. Aurélien, merci beaucoup. C'était très clair et motivant. Je vais étudier la question concernant les financements et je prendrai rendez-vous. Écoute, Aurélien, avec grand plaisir. Ami d'entendu, fais-le. Tu verras, le pays, c'est super aussi. Les gens que tu auras au téléphone sauront très bien t'en parler. Merci les amis. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais tirer ma révérence. Il est 19h59, on tombe sur 20h. Je suis gros comme un cochon, donc j'ai besoin d'aller manger. J'ai faim, donc je vais aller manger. Si tout le monde est OK, pour moi, c'était très, très bien. Il me tarde de vous rencontrer pour ceux qu'on va voir à Nice. Et les autres, il me tarde que vous rentrez dans l'incubateur. Vous ne serez pas déçus, vous pouvez me croire. Bonne soirée à tous. Merci pour l'écoute. À bientôt.